Je vais maintenant donner la parole à Karine Azzopardi. Alors Karine, vous êtes journaliste, vous êtes aussi victime du terrorisme, même si vous ne souhaitez pas être assignée à un statut de victime. Vous avez perdu votre compagnon dans les attentats du 13 novembre au Bataclan et vous êtes une battante. Vous avez témoigné lors des procès et je crois que lors du procès, vous avez pu constater à quel point la censure, voire l'autocensure, pèse et pénètre profondément, y compris parfois chez des victimes, puisque votre combat, c'est pour nommer les choses, pour dire, pour ne pas parler de radicalisation ou d'extrémisme et de désigner clairement le terrorisme islamiste. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « Ces petits renoncements qui tuent », que beaucoup d'entre nous ont certainement lu, qui est à lire, dans lequel vous donniez la parole à un professeur qui exerce toujours et qui était donc réduit à l'anonymat. Il a dû témoigner anonymement. Et votre dernier ouvrage s'appelle « Quand la peur gouverne tout ». Je viens de trouver le temps de le lire, donc je peux dire que c'est vraiment également un outil extraordinaire. Donc merci d'être avec nous. On sait que vous devrez vous esquiver assez vite à la fin du débat, pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Eh bien voilà, à vous Karine. Merci. Merci à vous pour votre invitation et merci à vous, surtout à vous tous pour votre présence, parce que j'avoue me sentir très seule, comme sans doute beaucoup d'entre nous. Et donc ce soir, ça fait chaud au cœur de voir qu'on est un peu moins seul. Et les paroles qu'on vient d'entendre, merci de les porter aussi, Florence. Et vous le voyez, c'est pas simple de les porter. Parce que la première victoire du terrorisme, c'est en effet la peur, d'où mon titre, et cela fonctionne. Cela fonctionne et cette terreur fonctionne, on peut le comprendre, ne serait-ce que pour nommer les choses. On a des difficultés à le faire. C'est avec une émotion particulière que je suis parmi vous et que je m'adresse à vous ce soir. Émotion qui, je l'avoue, mélange plusieurs choses. D'abord, la mémoire de Samuel Paty, en premier lieu. Nous étions réunis pour dire plus jamais ça, et malheureusement, le pire est à nouveau arrivé. Et comme l'avait écrit mon co-auteur, professeur qui est en pensée avec nous ce soir, nous savions que cela arrivait, nous le pressentions, il l'avait écrit pour Samuel Paty, et je peux le dire une deuxième fois, nous savions que cela arrivait à nouveau, et nous le pressentions, malheureusement. C'est ainsi avec beaucoup d'émotion, et je ne peux pas faire autrement, je m'en excuse, que je parle devant vous, car je sais ce que vit en ce moment la famille de Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras, même si chaque malheur est unique. Le terrorisme islamiste, je ne l'ai pas cherché, et je n'ai pas cherché à travailler dessus. Je l'ai longtemps fui même, mais il m'a rattrapé le 13 novembre en emportant, vous l'avez dit, Huguette, l'homme de ma vie. Et tout à l'heure, j'étais à l'aéroport, je me raconte un peu ma vie, mais parce que tout est lié en fait, pour chercher mon frère de cœur, et c'était à son mariage que j'étais le 11 septembre. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur l'islamisme. En travaillant, en étant grand reporter, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et puis ensuite, j'ai arrêté de travailler dessus. Mon frère de cœur, disais-je, qui a eu quelques heures là pour me raconter l'horreur qui se déroule là-bas. Et il ne faut pas s'y tromper, ne nous y trompons pas. C'est la même horreur qui nous touche ici, qui nous a à nouveau touchés vendredi. Car elle est mue par la même idéologie, celle d'un islam politique qu'a très bien décrit Florence, qui entend régir le moindre aspect d'abord de la vie des musulmans, et puis si besoin par la force, et puis par la prédication, mais si besoin par la force. Une idéologie que le monde musulman a vu croître en son sein depuis une trentaine d'années et qui est depuis entrée en concurrence directe avec nos valeurs démocratiques. Monsieur a dit un jour, un parent d'élève à mon co-auteur, « Monsieur, ma religion est au-dessus des lois de votre République. »
Une phrase qui, à mon sens, résume tout, et résume tout l'affrontement. Les professeurs sont aujourd'hui en première ligne, car l'école est le symbole de notre République, le lieu justement où grandit l'esprit critique, un esprit critique, une culture qui formeront demain des citoyens aptes à faire société, à vivre ensemble. Et c'est justement cela que ne veulent pas les théocrates de tout poil et leurs suppôts. La première fois que mon co-auteur avait commencé à se dire que quelque chose ne tournait pas rond, ça ne date pas d'hier, c'était à Roubaix, une élection de délégué de classe, et c'était déjà dans les années 90. Quand il avait dépouillé les bulletins, il avait égrené le nom de Raled Kelkal, et cela avait provoqué l'hilarité dans la classe. Raled Kelkal, c'est le responsable, je vous le rappelle, de la vague d'attentats des années 90 en France liée au GIA. Son parcours l'a ensuite amené à Hénin-Beaubon, à Lille Sud, puis la banlieue parisienne, où il exerce depuis plus de 20 ans dans le même lycée. Progressivement, il a vu, comme Didier Lemaire, les abords du lycée se transformer. Lui qui aimait entre midi et 2 aller manger un couscous, par exemple, avec des collègues du quartier, s'est aperçu que le restaurateur ne vendait plus d'alcool. Idem dans le restaurant chinois d'à côté. Ce sont des détails, certes, mais des détails révélateurs d'une certaine progression de ce que d'autres ont appelé des entrepreneurs identitaires qui commencent à faire la loi dans un quartier. Il a vu aussi apparaître dans ses classes des réflexions, certes minoritaires d'abord, mais tout de même qui remettaient en cause les savoirs transmis. Il est certes tout à fait souhaitable que l'esprit critique s'exerce dans une classe, c'est même le lieu où il se forge pour des élèves qui n'ont pas forcément un entourage familial favorable. Mais là, ces réflexions allaient toutes dans le même sens, et ce sens était religieux. C'est par exemple cet élève qui n'accepte pas que la Terre tourne autour du Soleil, et qui revient au cours suivant parce que le professeur est apprécié justement et qu'on peut lui parler avec le Coran. Elle trouve un très beau verset allégorique sur la Terre qui est au centre de tout. S'en est suivi ce jour-là une discussion sur d'un côté la foi et de l'autre l'allégorie, le savoir, la science. L'un n'est pas exclusif de l'autre, essayez de faire comprendre mon co-auteur, mais ce qu'il a emporté ce jour-là, c'est une vision littérale qui ne pouvait être remise en cause par quelque autre savoir que ce soit. Et c'est ça qui est en jeu. C'est encore cet élève qui se met à crier lors de l'examen d'une gravure de Charles-Nicolas Cochin en cours de français sur les Lumières. C'est une gravure du XVIIe siècle qui montre une dizaine d'allégories et en haut de laquelle, tout en haut, il y a la vérité qui dévoile la raison. Et donc cet élève se met à crier « C'est pas possible, monsieur, tout en haut, il y a Dieu ». Que répondre à cela ? Que la foi n'est pas exclusive de la raison. C'est ce que fait mon co-auteur lorsqu'il discute patiemment avec ses élèves. Et que le rôle de l'école n'est pas de leur imposer une croyance, mais de leur apprendre à penser par eux-mêmes. Mais pour lui, comme pour de nombreux professeurs, c'est chaque jour de plus en plus difficile, comme s'il était en concurrence avec des éléments extérieurs au lycée, avec un système de pensée parallèle qui se révèle non compatible avec les savoirs qui sont dispensés à l'école. Alors ce sont des esprits en formation. Évidemment, il ne faut pas leur jeter la pierre, ce sont de jeunes élèves, des adolescents. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces esprits sont gagnés par des croyances extrêmement puissantes, qu'ils ne remettent pas en cause. Les abayas et les camis, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Ce qui se passe à l'intérieur des classes, dans les discussions, dans le face-à-face pédagogique, c'est ça qui est important et c'est ça qui est préoccupant. Désormais, l'école républicaine, dans de nombreux endroits, n'accomplit plus sa mission qui est de former des citoyens de demain. Quels citoyens sont ceux qui, à 18 ans, vous diront que le respect de la religion passe avant la République, qui est une chose totalement abstraite pour ces élèves? Quels citoyens cela va-t-il donner? Alors face à cela, il y a évidemment la laïcité, mais la laïcité, elle est incomprise, elle est vilipendée. Et même si elle est un caillou dans la chaussure des tenants de l'islam politique, elle semble bien frêle et bien tenue face au combat qui ne fait que commencer et qui va bien falloir mener. Car comme le disait Julien Freud à son directeur de thèse, ce n'est pas vous qui choisissez votre ennemi, c'est lui qui vous choisit. C'est lui qui m'a choisi, c'est pour ça que je travaille dessus. Et il ne vous laissera même pas le choix de cultiver votre jardin. Ce combat-là, nous allons être contraints et forcés de le mener. Et c'est pour ça que j'écris, parce qu'il serait grand temps que la société dans son ensemble cesse ce déni face aux forces mortifères qui sont en son sein. Il est plus que temps de faire enfin ce lien entre le djihadisme et l'idéologie qui y mène.
Car dans l'imaginaire collectif, nous avons trop souvent encore une vision des attentats qui est liée à la lutte antiterroriste, à ce qu'on pourrait qualifier de haut du spectre, et on ne voit pas le lien avec le bas du spectre, avec le soft power, cette idéologie qu'a très bien décrit Florence, qui progresse et qui est une idéologie totalitaire. Il est grand temps, disais-je, car dans de larges pans de la société, ce lien n'est toujours pas fait. La laïcité, très souvent, est perçue comme l'ennemi par ses élèves, équivalente à la promotion de l'athéisme, donc de la mécréance. Quand on prend le temps de leur expliquer ce qui leur entoure, très souvent, réellement, les élèves se rendent compte par eux-mêmes que finalement, c'est un outil intéressant. Que la laïcité permet la liberté de culte, elle permet aussi la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et qu'elle protège les minorités religieuses, qu'elle n'est donc évidemment pas un combat contre telle ou telle religion, mais les discours extérieurs sur les réseaux sociaux, les discours, pour la faire courte, des promoteurs de l'islam politique, se servent de la laïcité comme d'un repoussoir pour promouvoir une victimisation des musulmans, je mets des guillemets à musulmans, qu'évidemment ils essentialiseront. Le discours, c'est donc la laïcité, c'est un combat contre les musulmans. D'ailleurs, vous le voyez bien, quand vous voulez porter un voile, on vous l'interdit, c'est bien qu'on vous en veut. Nous étions, à vrai dire, un peu plus optimistes quand nous avons mis le point final à ce livre que nous ne le sommes aujourd'hui, malheureusement. Car les équipes laïcité semblent totalement impuissantes face à ce phénomène qui gangrène les esprits des élèves, et les professeurs ne peuvent pas être laissés en ligne de front de notre République. On ne peut pas les laisser seuls, comme ça. Le but émancipateur de l'école, c'est de donner à chacun une chance, par le savoir, d'accéder à la même citoyenneté, quel que soit le milieu d'origine sociale et familiale. Et le lycée, c'est pour ça qu'il m'avait semblé important d'écrire ce texte avec ce professeur, c'est le dernier lieu du fameux vivre ensemble qui n'existe plus que sur le papier. C'est le dernier lieu où une classe d'âge va se croiser avant que chacun ne trace son sillon. L'école est là pour transmettre un savoir, pour donner des armes intellectuelles aux citoyens de demain, et c'est en relevant ce défi que l'école de la République pourra en même temps relever le défi de la lutte contre l'obscurantisme. Pour moi, en tout cas, c'est l'enjeu crucial de notre démocratie pour demain, mais on ne pourra pas laisser, et on l'a vu encore vendredi, les professeurs seuls face à l'islamisme. Malgré toutes les bonnes volontés, c'est un combat global qu'il faut mener, et c'est un combat qui les dépasse. Je vous remercie. Merci. Merci Karine. C'est vrai que pendant que nous étions à cet hommage au square Samuel Paty qui était si fort, si émouvant, et dans lequel votre intervention et celle de Michael Paty et Delphine Girard nous ont tellement galvanisés, eh bien, se tenait à la République un rassemblement appelé par l'intersyndicale de l'Île-de-France. Et ce rassemblement, plutôt le texte de l'appel à ce rassemblement est absolument désastreux, parce qu'il parlait de dire sa sympathie à la famille de la victime, etc. Mais la sympathie, ça ne suffit pas dans une situation pareille. Et il parlait d'attaque, il parlait en aucun cas, le mot de terrorisme islamiste n'était prononcé, c'est un mot tabou, et il disait par contre qu'il fallait se méfier de l'instrumentalisation. Mais quelle instrumentalisation? Pourquoi? Puisqu'on ne nomme pas, mais en même temps on nomme implicitement, puisqu'on désigne certainement l'extrême droite et le renvoi à la fachosphère, etc. Et ça devient insupportable. Ça devient insupportable de voir je sais que j'ai un débat avec mon ancien syndicat, très ancien, parce que je suis retraitée depuis belle-lurette, et ils sont complètement à côté de la plaque. Ils demandent la protection du gouvernement, mais protection contre quoi? Contre ce qu'on ne nomme pas. Si, au mieux, c'était protection contre tous les fanatismes. Voilà, tous les fanatismes assassinent
des professeurs en France. Et ça, c'est tragique. C'est tragique parce que pour les professeurs, c'est très très dur de ne pas pouvoir compter sur ceux qui ont vocation à défendre les intérêts moraux et matériels des personnels.